Mais pourquoi vous tremblez? Bon dimanche à tous. Il n'a même pas bougé, mais vous tremblez déjà. Mais pourquoi vous tremblez? Quand tu entends son nom, quand tu entends son nom, tu penses qu'il fait 200 kilos. Mais pourquoi vous tremblez? Bienvenue à tous. Quelques réponses à Monsieur Touré Mamadou, alias Touré certainement, pour les intimes. Il n'a même pas bougé, mais vous tremblez déjà. Mais pourquoi vous tremblez? Il n'a même pas parlé, il n'a même pas bougé, mais vous tremblez déjà. Mais pourquoi vous tremblez? Quand tu entends son nom, quand tu entends son nom, tu penses qu'il fait 200 kilos. Mais pourquoi vous tremblez? Bienvenue à tous. Quelques brèves réponses à Monsieur Touré Mamadou, alias Touré certainement pour les connaisseurs. Monsieur Touré Mamadou, alias Touré certainement, qui s'est rendu coupable de déclarations extrêmement soporifiques dans la presse française de ce week-end et qui a accordé une interview à un journal français, le journal du dimanche, dans lequel il croit pouvoir apporter des leçons de politique générale à l'opposition ivoirienne et tout particulièrement, entre autres, au leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro. À Touré Mamadou, comme à sa ministre préférée, Madame Anne, apparemment très désirée au loto, selon M. Touré Mamadou, nous posons la question suivante. Mais pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez? Mais pourquoi vous tremblez? Il n'a même pas parlé, il n'a même pas bougé, mais vous tremblez déjà. Mais pourquoi vous tremblez? Il n'a même pas parlé, il n'a même pas bougé, mais vous tremblez déjà. Mais pourquoi vous tremblez? Quand tu entends son nom, quand tu entends son nom, tu penses qu'il fait 200 kilos. Mais pourquoi vous tremblez? Quand tu entends son nom, tu crois perdre 100 kilos. Mais pourquoi vous tremblez? Il n'a même pas parlé, il n'a même pas bougé encore. Et déjà, vous tremblez. Monsieur Touré Mamadou, alias Touré certainement. Pour ceux qui connaissent l'histoire de ce marmiton politique, s'est précipité ces dernières 24 heures pour s'exprimer à son tour dans le journal français, le journal du dimanche, dans lequel il a cru pouvoir s'adonner à quelques leçons de politique générale à l'adresse de l'opposition ivoirienne. Et dans cette opposition, tout particulièrement, il a voulu donner des leçons de politique, des leçons de morale et d'éthique à notre leader, le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, le président Guillaume Kibafori Soro. Monsieur Touré Mamadou, alias Touré certainement, et je commencerai par vous raconter l'anecdote de son surnom, de Touré certainement, se prévaut actuellement du titre de porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Et toujours dans la partie préliminaire de cette brève conférence, j'essaierai de creuser l'ignominie qui consiste précisément à attribuer de telles fonctions à un tel homme, à un tel individu, à un tel Olibrius, à un tel Hurluberlu, à un tel parvenu, à un tel dilettante incompétent. Comment est-il possible que l'on confie le porte-parole adjoint d'un gouvernement à un manchot à qui on demande de prendre son courage entre deux mains et avec ses deux mains? Eh bien, M. Touré Mamadou a proféré un certain nombre d'assertions. Je ne vous lirai pas la totalité de son interview par respect pour l'art de la lecture.
Et par considération pour la préciosité de vos oreilles, il ne faudrait pas que je vous fasse entendre tout le déraillement verbal dont M. Touré Mamadou est friand. Je ne vous imposerai donc pas le supplice d'entendre la totalité de son propos. J'ai sélectionné dans son propos 4 assertions qui semblent avoir constitué l'axe principal de son argumentation. Et c'est sur ces 4 assertions que je construirai donc la réplique en forme de réponse du berger à la bergère, car vous le savez, la razzia hautement délirante et perverse, c'est-à-dire le RHDP, a besoin d'une cure homéopathique quotidienne. Il s'agit d'un conglomérat politique qui a besoin d'être remis à niveau, réactualisé d'heure en heure, si ce n'est de minute en minute, voire de seconde en seconde. Et voilà pourquoi nous avons décidé, en cette période de grand combat politique pour la restauration de la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire, de l'indépendance du peuple de Côte d'Ivoire, l'instauration d'un véritable état de droit et d'une démocratie, eh bien, nous avons décidé de ne céder aucun millimètre carré, pour ainsi dire, en langage abidjanais, aucun pikini de superficie aux arguties, aux sophismes, aux propos brinque-ballants, aux propos absolument creux et infatués de l'agent qui dirige encore pour quelques semaines. Vous comprendrez pourquoi la bien-aimée Côte d'Ivoire. Donc, M. Touré Mamadou a parlé, nous retenons essentiellement de tout le salmigondi de propos qu'il a déversé dans la presse française, 5 axes sur lesquels nous allons lui répondre. Si ce programme vous agrée, cette émission est exclusivement diffusée actuellement sur Facebook. Je vous invite à la partager pour lui donner toute l'ampleur pédagogique nécessaire, afin de secouer le cocotier du rassemblement, ou plutôt de la razzia hautement délirante et perverse RHDP, et en même temps éclairer la lanterne de ceux qui auraient pu être emberlificotés, endormis, lobotomisés, fascinés par le verbe creux de M. Touré Mamadou. Commençons par des observations préliminaires. Pourquoi disons-nous que ce M. Touré Mamadou s'appelle Touré certainement? Pourquoi lui avons-nous donné ce surnom? Parce que l'individu nommé Touré Mamadou souffre d'un problème profond. C'est qu'il ne sait pas d'où il vient. Par conséquent, il ne sait pas qui il est et il ne sait pas où il va. Lors d'une sortie publique devant le peuple de Côte d'Ivoire, lors d'une réunion publique récente, M. Touré Mamadou, voulant prouver qu'il était authentiquement citoyen ivoirien, a procédé de la pire des façons. Un peu comme le naïf qui veut fuir la pluie et ne veut pas se mouiller, mais qui choisit d'aller se cacher dans une rivière. Touré Mamadou a dit ceci, je cite presque de mémoire, « Mon père est certainement de Boundiali ». Ce bout de phrase, « Mon père est certainement de Boundiali », est habité par un adverbe que M. Touré Mamadou, connu comme un grand inculte, c'est vrai, a utilisé en ne se rendant pas compte que cet adverbe se transformait en lapsus révélateur. C'est-à-dire le fait d'utiliser cet adverbe, en réalité, pour Touré Mamadou, avait pour but de renforcer la vérité de ce qu'il disait, mais n'ayant pas fait de bonnes études linguistiques et ne maîtrisant pas la stylistique et la rhétorique, Touré Mamadou ne savait pas que lorsqu'on dit « mon père est certainement de Boundiali », ça ne veut pas dire « mon père est de Boundiali de façon certaine ». Je recommence, parce que je sais que Touré Mamadou ou quelques-uns de ses rares suiveurs suivent cette conférence. Touré Mamadou, je le rappelle, fut un de mes étudiants en politique ici, en France.
quand il commençait sa carrière de conseiller politique, il venait prendre un certain nombre de leçons auprès de moi. Mais il n'a pas fini d'apprendre. Il est parti trop tôt, occuper des fonctions précipitées, sans doute en raison de son opportunisme, de son carriérisme, de sa prétention démesurée et de ses facultés reptiliennes, sa capacité à ramper. D'accord? Donc, je n'ai pas fini malheureusement la formation de cet individu. Il est parti trop tôt sans avoir reçu les arcanes de l'analyse rhétorique, de l'analyse stylistique, de l'analyse argumentaire, les arcanes de la maîtrise, effectivement, du discours politique. Touré Mamadou, que vous voyez, ne sait pas qu'en langue française, quand vous dites « mon père est certainement de Boundiali », cela n'a pas le même sens que quand vous dites « mon père est de Boundiali ». Quand vous dites « mon père est certainement de Boundiali », cela indique à un auditoire qui a une oreille stylistique, rhétorique, logique et argumentative. C'est vrai qu'au RHDP, il n'y en a pas beaucoup qui aient une oreille développée à ces 4 degrés au niveau du style, de la rhétorique, de la logique et de l'argumentation. Il n'y en a pas beaucoup qui aient une oreille aussi profonde. Mais pour un auditoire un temps soit peu cultivé, la phrase « mon père est certainement de Boundiali » ne signifie pas la phrase « mon père est de Boundiali ». Car le fait d'ajouter « certainement » est le signe que vous n'êtes pas vous-même sûr. Ou même, c'est le signe que vous savez que les gens savent qu'il n'est pas de Boundiali. Parce que si vous êtes sûr que votre père est de Boundiali, vous n'avez pas besoin de dire qu'il est certainement de Boundiali. Un peu comme si je suis sûr que je suis actuellement devant vous, je n'ai pas besoin de dire « moi, Franklin Nyamsi ou à Cameroun, je suis certainement devant vous sur Facebook en train de vous parler. » Ça n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens de vous dire que moi, Franklin Nyamsi ou à Cameroun, je suis certainement en direct sur Facebook en train de vous parler. De la même façon, si le papa de Touré Mamadou était de Boundiali, il n'avait pas besoin de dire aux Ivoiriens que son papa est certainement de Boundiali. D'ailleurs, parlant de sa mère, il n'a pas dit que sa mère était certainement, je ne sais pas, Bété, moitié à Caen ou quoi que ce soit. Il a directement dit que sa mère avait une moitié de telle ou telle ethnie de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit certainement. Mais quand il arrive sur le cas de son père, Touré Mamadou dit « Mon père est certainement de Boundiali ». Ce qui veut dire, moi-même je sais qu'il ne l'est pas vraiment, mais on s'est débrouillé pour broder, pour inventer une histoire de mon père étant originaire de Boundiali. Donc en réalité, l'utilisation de l'adverbe certainement vient jeter le doute de la part du locuteur lui-même, de celui qui s'exprime, sur la véracité de son assertion. Autrement dit, qui a renseigné les Ivoiriens que son père n'est pas de Boundiali? C'est Touré Mamadou. Voilà comment nous lui avons donc accolé le surnom que je vous prie de lui transmettre et d'utiliser systématiquement quand il apparaîtra. Lui, nous allons l'appeler Touré certainement. Touré certainement. Son petit prénom, c'est certainement. Touré alias certainement. Tout comme le président de ce qui reste de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'appelle Amadou Cimetière pour avoir dit que tous ceux qui sont opposés à Alassane Dramane Ouattara se retrouvent au cimetière. Depuis lors, on l'appelle Amadou Cimetière. Nous appelons donc M. Touré Mamadou, depuis qu'il a dit que son père est certainement de Boundiali, nous l'appelons donc désormais Touré certainement. Voilà le nom que nous lui donnons, afin que nul n'oublie que cet individu ne sait même pas d'où il vient, ni qui il est. J'en avais profité pour souligner que M. Touré Mamadou souffrait de la même maladie que son patron, Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire de la non-acceptation de leurs origines et de leur histoire. Comme si assumer ses origines et son histoire, c'était quelque chose de dégradant. Autant moi, Franklin Nyamsi Ouattara Cameroun, je suis fier d'assumer mes origines camerounaises de père et de mère, autant M. Touré Mamadou, comme son patron Alassane Dramane Ouattara, ne veulent pas assumer leurs origines paternelles et les origines familiales extra-ivoiriennes. Voilà comment ces individus souffrent donc d'un problème profond, c'est que ce sont des individus sans identité personnelle. Touré Mamadou ne s'aime pas lui-même parce qu'il n'aime pas le fait que son père soit venu d'ailleurs que la Côte d'Ivoire. Touré Mamadou croit que pour être accepté et reconnu en Côte d'Ivoire, il faut forcément démontrer que les deux parents seraient ivoiriens et même qu'ils auraient poussé en Côte d'Ivoire comme des plantes ou comme des baobabs depuis 200 ans. Donc en réalité, Touré Mamadou souffre du syndrome de l'identité personnelle non assumée. Il souffre d'un syndrome effectivement de haine de soi, de mépris de soi.
Or, la solution à ce problème, M. Touré, certainement. M. Touré, certainement, la solution certaine à votre problème consiste à assumer. Si votre papa est originaire du Mali, assumez-le. Parce que le Mali, c'est l'Afrique. Et le Mali, c'est l'humanité. Dans tous les cas, votre papa est d'origine humaine. Donc, il faut assumer l'histoire de votre père, M. Touré Mamadou, pour résoudre cette névrose. Parce que si vous continuez à ne pas assumer le fait que vous êtes issu d'une histoire qui n'est pas seulement ivoirienne, vous allez souffrir de la ouattarite, cette maladie aiguë qui frappe votre patron et qui se caractérise par la mythomanie. Ça, c'est la phase 1 de la ouattarite. La phase 2, c'est bien sûr la mégalomanie, c'est-à-dire une opinion fausse de soi-même qui débouche sur l'orgueil, l'arrogance, la suffisance. Et la phase 3 de la ouattarite, qui est une maladie très aiguë, frappant des personnages psychopathologiques menteurs dès l'origine. La phase 3, c'est le sadisme, c'est-à-dire le plaisir pris à faire souffrir les autres, un peu comme si c'était de la faute aux autres, si on n'était pas né d'un père et d'une mère ivoiriens, comme si c'était de la faute aux autres, si on n'était pas né en étant exactement dans les clous qui permettraient d'être admiré et reconnu par tous. Donc en réalité, M. Touré Mamadou est un individu qui souffre d'une crise d'identité personnelle grave. Car il n'a pas accepté l'histoire de sa personne et l'histoire de sa famille. Quand vous n'avez pas accepté l'histoire de votre personne et votre famille, vous tombez dans cette maladie, la ouattarite, c'est-à-dire la maladie psychologique de Ouattara, qui est composée de ces trois aspects symptomatiques que sont la mythomanie, le mensonge sur son passé, de deux, la mégalomanie, l'invention d'une grandeur et même d'une ascendance royale pour compléter ce mensonge sur le passé, et enfin le sadisme, c'est-à-dire la bouc émissarisation des autres, l'utilisation des autres comme souffre-douleur de son propre mensonge originel et de son propre déficit de valeur intérieure. Voilà l'homme auquel nous avons affaire. Et je viens de théoriser pour vous la ouattarite. Ivoiriens, ivoiriennes, Africains, africaines, ne tombez pas malade de ouattarite. Acceptez vos origines, acceptez votre histoire, assumez votre parcours. N'ayez pas honte d'être venu d'où vous êtes venu, peu importe l'endroit d'où vous êtes venu. Ne souffrez pas de la maladie psychopathologique de M. Alassane Dramane Ouattara, la fameuse ouattarite. Un combiné de mythomanie, de mégalomanie et de sadisme. Mythomanie, mensonge fiefé, conduisant même à la croyance personnelle à ses propres mensonges. Mégalomanie, opinion trop haute de soi-même, tendance à se prendre pour plus important qu'on ne l'est, tendance à vouloir être adoré, pris pour le dieu d'une communauté, la mégalomanie, la manie de se croire grand en toutes circonstances, y compris quand on est assis sur son pot de chiottes, on se dit sans doute qu'on chie comme un roi. Et enfin, bien sûr, le sadisme, le mépris de la souffrance d'autrui. Ça donne précisément les trois aspects de la ouattarite. Une maladie très dangereuse, car c'est elle qui habite la plupart des dictateurs de l'histoire. Si vous lisez l'histoire des grands dictateurs de l'histoire, que ce soit en Afrique ou en Europe, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours eu un passé non assumé, ensuite une mythomanie, ensuite une mégalomanie, et le tout se couronne par un sadisme, c'est-à-dire un plaisir incroyable à faire souffrir les autres, surtout les innocents. Une fois qu'on sait à qui on a affaire, c'est-à-dire à un individu qui a un problème psychologique, Touré Mamadou, c'est-à-dire un individu qui n'a pas assumé ses origines, son histoire, un individu qui a honte de lui-même, un individu qui ne s'aime pas, et donc qui est en chemin vers la ouattarite aiguë, on peut, à partir de là, comprendre ce qu'il est allé dire dans le journal du dimanche, dans le JDD. On peut comprendre. Celui qui parle dans le journal du dimanche. Première affirmation, on demande à Touré Mamadou, alias Touré certainement, comme nous l'appellerons désormais jusqu'à la fin de cette émission, on lui demande ce qu'il pense des troubles qui frappent actuellement la Côte d'Ivoire, et il dit que ce sont des troubles marginaux, que l'opposition ne parviendra pas à déstabiliser le pays, que la plupart des villes et régions de Côte d'Ivoire sont en sécurité et sont en paix. Bon, vous voyez très bien que là, sur ce premier point, Touré Mamadou souffre très clairement d'un phénomène terrible qui s'appelle la mythomanie. Car tout le monde a vu la carte des manifestations en Côte d'Ivoire. Lors de son allocution du jeudi 27 août à Abidjan, la première dame Simone Gbagbo a bien cité le nombre de villes ivoiriennes où des manifestations spontanées
non dirigée par l'opposition a été déclenchée par la simple annonce de la volonté d'Alassane Ouattara d'être candidat contre la Constitution pour un troisième mandat. C'est toute la Côte d'Ivoire qui a été embrasée. À Korogo, dans le fief de l'ancien Premier ministre et mentor, celui qui a introduit Touré Mamadou dans le gouvernement ivoirien, Feu Amadou Gon Coulibaly, il y a eu des manifestations et des arrestations d'opposants. Mais ce qui prouve que Touré Mamadou souffre vraiment du syndrome de la mythomanie, c'est-à-dire du mensonge aveugle, c'est que Touré Mamadou fait semblant de ne pas constater qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Amnesty International, Human Rights Watch et le monde entier sait qu'en 2 semaines de manifestations, Alassane Dramane Ouattara, à travers notamment ses milices, a assassiné 26 personnes en Côte d'Ivoire. Il y a déjà 26 personnes qui ont été tuées en Côte d'Ivoire en moins de 2 semaines pour avoir simplement demandé que M. Ouattara respecte l'article 55 et l'article 183 de la Constitution ivoirienne. Alors, comment quelqu'un peut dire que les troubles en Côte d'Ivoire sont marginaux, alors qu'on dénombre déjà 26 morts assassinés par les milices du régime ou par les forces de défense et de sécurité du régime? Voyez-vous, la première idée défendue par Touré Mamadou dans son interview au journal du dimanche en France est le reflet de la psychologie de son patron. Touré Mamadou entre au CP du mensonge. Il est en train de progresser dans l'école du mensonge. En Côte d'Ivoire, 26 personnes sont tuées. 26 personnes sont tuées. Et le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, s'exprimant devant la presse étrangère, dit qu'il s'agit de troubles marginaux. C'est du jamais vu. Dans l'histoire même de la Côte d'Ivoire, aucun gouvernement ivoirien, avant le régime de Ouattara, ne s'était permis de considérer que des manifestations qui provoquent une répression, provoquant elles-mêmes 26 morts, que ces manifestations sont marginales. C'est du jamais vu. Que ce soit sous le président Houphouët-Boigny, le président Bédié, le général Robert Gueye, le président Laurent Gbagbo, jamais on n'a vu un régime ivoirien considérer que 26 personnes mortes, tuées par la milice du pouvoir et les forces de défense et de sécurité, que toutes ces personnes passent par perte et profit. Alors, si rien ne s'était passé en Côte d'Ivoire, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi de nombreuses autorités internationales exigent, pourquoi l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire exige qu'il y ait une enquête sur les personnes assassinées pendant les manifestations. Allez lire le dernier communiqué de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et dans le dernier paragraphe de ce communiqué, la puissance américaine exige qu'il y ait une enquête internationale sur les personnes tuées pendant les manifestations pacifiques. Donc vous voyez que cette première idée de Touré Mamadou prouve qu'il est, comme Alassane Ouattara, dans une bulle. Ils ont décidé de nier la réalité, ils ont décidé de vivre dans leur monde à part, dans une dimension complètement parallèle. Ils ne vivent plus avec les Ivoiriens. Ils sont déconnectés des Ivoiriens. D'ailleurs, ont-ils jamais vécu avec eux? Ce n'est pas possible que le porte-parole d'un gouvernement où il y a 26 morts de répression, de manifestations, pourtant protégées par la Constitution, puisse dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Deuxième idée de Touré Mamadou, qui nous intéresse, il dit que Guillaume Kibafori Soro, le leader de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, est un affabulateur, est un vendeur d'illusions, a fui la justice en Côte d'Ivoire, est une grosse déception pour la génération, et qu'il se prend pour Che Guevara avec 60 ans de retard parce que le temps des maquis est déjà passé. Ça, c'est la deuxième idée de Touré certainement. Selon Touré certainement, donc, Guillaume Kibafori Soro est un affabulateur. Qu'est-ce que c'est qu'un affabulateur? Ce mot pourrait échapper à certains, y compris d'ailleurs à Touré certainement, dont on s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas le sens du mot certainement quand il l'utilisait. Donc je le soupçonne d'utiliser des mots sans en connaître le sens. Car s'il en connaissait le sens, s'il en maîtrisait la signification, il saurait que ces mots sont une description parfaite de son patron Alassane Dramane Ouattara. Commençons par le premier mot. Qu'est-ce que c'est qu'un affabulateur? Un affabulateur, c'est quelqu'un qui raconte des fables, des fadaises. C'est quelqu'un qui raconte des choses complètement invérifiables. Question. Sur quel point particulier Guillaume Soro a-t-il affabulé? Lorsque Guillaume Soro dit qu'Alassane Dramane Ouattara viole la Constitution, article 55 et 183, où est la fabulation? Où est-ce qu'il y a ici
un discours de mythomane. Lorsque Guillaume Kibafori Soro souligne qu'en 2 semaines, Alassane Dramane Ouattara a tué 26 Ivoiriens qui disaient non au viol de la Constitution, où est la fabulation? Lorsque Guillaume Kibafori Soro constate qu'alors que lui, il s'est battu pour qu'Alassane Ouattara, un voltaïque d'origine, devenu citoyen ivoirien par la grâce d'une femme, Dominique Nouvian Folorou, et d'un homme, Félix Houphouët-Boigny, quand Guillaume Soro constate que lui, il s'est battu pour que ce voltaïque devenu ivoirien ait le droit d'être candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, et qu'aujourd'hui, c'est ce voltaïque devenu ivoirien qui fait des pieds et des mains pour l'empêcher d'être, ne serait-ce qu'inscrit dans les listes électorales de la République de Côte d'Ivoire, pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire. Quand Guillaume Soro souligne cela, s'agit-il d'un fait ou d'un sentiment? Il ne s'agit pas d'un sentiment, il s'agit d'un fait. Quand Guillaume Soro dit que lui, Guillaume Kibafori Soro, dans sa vie, il a commis un coup d'État, c'est le coup d'État du 19 septembre 2002, et qu'il a fait ce coup d'État pour Alassane Dramane Ouattara, est-ce que Guillaume Soro raconte des choses invérifiables? Si ce que Guillaume Soro disait était faux, pourquoi Alassane Dramane Ouattara ne lui a pas porté plainte sur ce point en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Alassane Ouattara ne porte pas plainte sur ce point parce que ce que dit Guillaume Soro est parfaitement vrai. Et qu'Alassane Ouattara est bel et bien le principal auteur de la rébellion du 19 septembre 2002. Et le principal bénéficiaire politique de cette rébellion. Car c'est grâce à elle que lui, Ouattara, a pu être réintroduit dans le jeu politique ivoirien en utilisant le ressentiment d'une partie de la population ivoirienne qui se sentait écartée de la citoyenneté égalitaire par le discours de l'ivoirité. Donc, en quoi Guillaume Soro est-il affabulateur? Je ne vois pas l'affabulation de Guillaume Kibafori Soro. Les points qui opposent Guillaume Kibafori Soro à Alassane Ouattara sont des points de vérité. Et c'est précisément parce que Guillaume Soro s'est attaché à la vérité que Ouattara lui donne la chasse, que Ouattara le pourchasse de son pays. Donc, on prend la 3e accusation, parce que vendeur d'illusions, ce n'est pas plus vrai qu'affabulateur pour Guillaume Soro. On prend la 3e accusation, Guillaume Soro a fui la justice de la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, Guillaume Soro a pris son avion le 23 décembre 2019 pour rentrer en Côte d'Ivoire. Son avion est arrivé sur le ciel d'Abidjan. Les pilotes de son avion ont reçu des menaces d'abattage de l'avion par les hommes armés d'Alassane Dramane Ouattara qui avaient peuplé le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et du GATL. Les pilotes d'une compagnie privée ont donc compris que c'était risquer leur vie que de tenter un atterrissage forcé. Ils ont compris qu'on leur demandait de rebrousser chemin et Guillaume Soro a été empêché de rentrer dans son pays. Alors, comment peut-on accuser quelqu'un qu'on a empêché d'atterrir dans son pays le 23 décembre 2019, comment peut-on dire, quand on est le porte-parole adjoint d'un gouvernement qui a empêché l'atterrissage de l'avion de Guillaume Soro, comment peut-on dire qu'il a fui la justice? C'est très marrant. On continue. On nous dit, tout certainement, on nous dit que Guillaume Soro est une grosse déception pour la génération. Alors, dans ce cas, écoutons, essayons de voir, il a déçu la génération en quoi? Quand en 2002, le RDR était à la recherche de jeunes capables d'assumer la direction de la rébellion qu'il avait fomentée, combien dans la génération ont été assez courageux pour se mettre devant? Ahmed Bakayoko est plus âgé que Guillaume Soro. Ahmed Bakayoko était vivant. Pourquoi il n'a pas pris la direction de la rébellion? Pourquoi il n'a pas joué un rôle militaire ou même de chef militaro-politique? Amadou Gon Coulibaly était vivant. Il est plus âgé que Guillaume Soro, mais il était encore dans la verdeur de l'âge à cette époque. Pourquoi Amadou Gon Coulibaly n'a pas pris la direction de la rébellion? Amadou Soumaro était vivant. Pourquoi Amadou Soumaro n'a pas pris la direction de la rébellion? Kandia Kamara, qui maintenant parle en ouvrant sa bouche jusqu'à ses oreilles, simplement pour soutenir le satrape. Elle était vivante, elle était du RDR. Elle était jeune, elle a été professeure d'anglais de collège moderne. Et avant cela, elle était sportive. Donc, elle a des aptitudes physiques pour faire la rébellion. Pourquoi Kandia n'a pas pris la direction de la rébellion ivoirienne? Où était la génération dont nous parle Touré Mamadou, alias Touré certainement, lorsqu'il fallait que le RDR ait quelqu'un qui assume sa rébellion sur le terrain?
la fameuse génération avait disparu, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de garçons, il n'y avait plus de femmes au RDR. Tous ces gens-là se sont cachés comme des ploucs. Et c'est Guillaume Kibafori Soro qui a mis la main sur la poitrine en disant « Le chef de la rébellion militaire en Côte d'Ivoire, c'est moi. » Alors, Touré Mamadou dit que Guillaume Soro est une déception pour la génération, alors que c'est lui qui a pris le plus gros risque pour la génération. Alors que c'est lui-même, c'est grâce à ce Guillaume Soro qu'Alassane Ouattara est au pouvoir et que Touré Mamadou est ministrion. Est-ce qu'un individu demi-inculte et même quasi totalement inculte comme Touré Mamadou pouvait être ministre en Côte d'Ivoire s'il n'y avait pas eu la rébellion de Guillaume Soro? Une rébellion qui a rebattu toutes les cartes politiques et qui a permis à des cadets sociaux et malheureusement aussi à certains insignifiants sociaux comme Touré Mamadou de figurer dans la liste d'un gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Donc en quoi ce monsieur est une déception pour la génération alors que vous, Touré Mamadou, vous ne seriez pas arrivé là où vous êtes s'il n'y avait pas eu le 19 septembre 2002, le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, les forces nouvelles de Guillaume Kibafori Soro. Un Olibrius, un Epsilon, un rien du tout dans l'histoire de cette lutte comme vous, peut-il se dresser pour évaluer le combat de la génération devant le leader générationnel, comme je l'ai affectueusement appelé Guillaume Kibafori Soro? Qui étiez-vous, Touré Mamadou, il y a seulement à peine 10 ans dans ce pays? Vous n'étiez même pas un cadet social. Vous étiez inconnu à tous les bataillons. Parce que vous n'êtes ni un leader de jeunesse, ni quelqu'un qui a fait des études brillantes. Partout où vous êtes passé, les traces que vous avez laissées indiquent que vous étiez souvent parmi les derniers et que vous avez souvent eu recours à la tricherie pour être celui que vous êtes. J'ai été moi-même victime de votre tricherie, Touré certainement. C'est moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, qui ai rédigé la charte interuniversitaire de la non-violence en 2012. C'est moi qui l'ai rédigée. Je vous l'ai donné, Touré Mamadou, en vous disant de la publier, en mentionnant que c'était ma contribution en tant qu'ancien professeur des lycées et collèges de Côte d'Ivoire, ancien étudiant de l'université ivoirienne, titulaire d'une maîtrise et d'un DEA, un diplôme d'études approfondies de l'université d'Abidjan-Cocody. J'avais signé la charte. Je l'ai écrite de la première ligne à la dernière ligne, je vous l'ai donnée. Vous avez escroqué la charte que j'ai écrite, vous vous l'êtes appropriée, comme si c'était vous qui l'aviez écrite. Et pour m'empêcher à l'époque de me plaindre, vous avez mis le nom d'un aîné que j'aimais beaucoup, le doyen, le professeur Alassane Salif Ndiaye. C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai laissé passer. Mais Touré Mamadou, vous êtes un usurpateur, vous êtes un tricheur, vous êtes un plagiaire. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'être assis près de vous et de voir ce que vous notez dans votre calepin. Ce n'est pas écrit en français, ce n'est pas écrit en arabe, ce n'est pas écrit en djoula. Ce n'est même pas écrit en charabia ce que vous écrivez. Vous êtes quelqu'un qui exploite autour de vous des gens qui sont brillants et malheureusement, qui partout où vous passez, Touré Mamadou, laissez la trace de votre ingratitude. Tous ceux qui ont, un temps soit peu, aidé Touré Mamadou sur le parcours qu'il a conduit à devenir conseiller du président de la République et à devenir aujourd'hui ministre et porte-parole adjoint, tous ceux qui ont aidé Touré Mamadou, s'ils se réunissaient pour dire la monnaie d'ingratitude, l'arrogance, la suffisance, la félonie, la vilainie avec laquelle cet individu insignifiant les a remerciés, eh bien vous en seriez surpris. Même aujourd'hui au RHDP, il y a des gens qui en veulent à Touré Mamadou parce qu'il a construit son parcours en piétinant les autres, en calomniant les autres, en brisant les autres et en exploitant les autres. Alors, un demi-inculte comme ça, qui vient faire l'évaluation d'une génération à la tête de laquelle il y a un Guillaume Kibafori Soro. Mais Touré Mamadou, vous étiez où? Vous étiez où en 2002? Vous étiez où en 2002? Vous aviez quel âge en 2002? Quand Guillaume Soro se lève sur les ondes internationales et dit c'est moi. Quand Alassane Dramane Ouattara se cache à Paris et à Mougins et fait semblant n'avoir jamais rien fait. Quand Alassane Ouattara saute une clôture,
s'envole sur une clôture pour entrer chez l'ambassadeur d'Allemagne, supplie Chirac, qui envoie son ambassadeur Renaud Vignal, avec des chars pour le récupérer et le garder pendant 2 mois, caché comme un rat, à l'ambassade de France à Abidjan. Mais vous étiez où? Vous étiez où? Guillaume Soro, lui, il était sur le terrain en train de se battre. Quand nous disons qu'il est le leader générationnel, c'est parce que nous savons que ce monsieur a été capable de risquer sa vie pour ses idées. Il n'y en a pas beaucoup dans notre génération qui aient risqué leur vie pour leurs idées, comme l'a fait Guillaume Kibafori Soro. Pas seulement en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique. Donc ce n'est pas un Olibrius, un Epsilon, comme vous, qui peut venir perturber cette hiérarchie morale, cette hiérarchie de l'héroïsme, au sommet de laquelle vous ne pouvez pas détrôner Guillaume Soro. Et personne, aujourd'hui, personne dans tout le régime RHDP ne peut nous démontrer qu'il est plus courageux que Guillaume Kibafori Soro. L'héroïsme politique en Côte d'Ivoire, c'est 2 noms. Je dis bien actuellement en Côte d'Ivoire. Dans l'histoire de Côte d'Ivoire, il y a 2 noms. 2 hommes qui ont montré jusqu'au bout leur capacité à risquer leur vie pour leurs idées. Il y en a 2, d'accord? C'est Guillaume Kibafori Soro, c'est Laurent Gbagbo. Le reste là, ils se mettent à leur école. Je recommence. L'héroïsme politique, la capacité à risquer sa vie jusqu'au bout pour ses idées. Chez les hommes d'État, en Côte d'Ivoire, c'est 2 noms. Vous avez Laurent Koudou Gbagbo, vous avez Guillaume Kibafori Soro. Tous les autres, ce sont des accompagnateurs. Donc ce n'est pas vous, Touré Mamadou, qui pouvez venir faire le bilan. Dans la génération de Guillaume Kibafori Soro, vous mettez qui devant lui? Regardons dans votre parti. Il y a qui? Ahmed Bakayoko, le cocaïnomane? C'est lui que vous allez comparer à Guillaume Soro? Non. Amadou Gon Coulibaly, vous ne pourrez plus le comparer à Guillaume Soro. C'est terminé. Vous mettez qui devant Guillaume Soro? Amadou Soumaoro, 10 cimetières? Vous-même, vous ne commencez même pas la comparaison. Vous mettez qui? Adama Bictogo, l'individu qui n'a pas été capable d'avoir un bac B et qui a inventé un faux CV? Le voleur de marché public? Bictogo? Non. Personne ne pense à Bictogo. Qui? Kandia Kamara? Madame l'école de son établissement, une analphabète à la tête de l'éducation nationale? Mais il y a qui au RHDP? Anne Désiré Ouloto, la ministre de la poubelle? Mais c'est pas possible. Il y a qui au RHDP? Pour que vous puissiez dire dans la génération, il y a quelqu'un. Qui ça? Vous voudriez peut-être citer votre homonyme, l'autre Touré, que j'appelle désormais Touré pourcentage. Sidi Thiemoko Touré, un soi-disant porte-parole du gouvernement ivoirien qui ne sait pas calculer les pourcentages qu'on enseigne, on enseigne au CM1, au CM2, dans tous les pays francophones du monde. Alors, vous allez prendre qui? Téné Birahima Ouattara dit photocopie. Celui-là n'existe que grâce au stylo de son frère. Avant qu'Alassane Ouattara n'ait le pouvoir de nommer, Téné Birahima Ouattara ne représentait rien pour personne en Côte d'Ivoire. Il est une invention totale du stylo de son frère. Et si lui, Téné Birahima Ouattara, était courageux, puisque maintenant il est courageux pour acheter des armes, monter des milices, etc., il aurait fallu qu'il vienne diriger la rébellion pour son frère. A-t-il eu le courage? Il y a qui au RHDP que vous allez mettre devant notre leader en disant voici les gens qui sont plus capables que Guillaume Soro? RHDP, razzia, hautement délirante et perverse. Vous êtes une bande de rasieurs. Je suis en train de théoriser. Mon livre de septembre a pour but de vous habiller pour tout l'hiver à travers le concept de razzia. Je vais expliquer. J'explique dans ce livre qu'Alassane Ouattara a bâti toute sa carrière politique sur la notion de razzia. Vous êtes des rasieurs, des arracheurs des femmes des gens, arracheurs des fonctions des gens, arracheurs des diplômes des gens, arracheurs de l'intelligence des gens, arracheurs des maisons des gens, des terrains des gens, arracheurs du pays des gens. C'est tout ce qu'Alassane Ouattara sait faire. Et c'est ce qu'il vous apprend. Et vous, vous êtes un petit rasieur. Ah, mon père est certainement de Boundiali. Quelle honte. Certainement. Touré. Bon, Guillaume Soro, grosse déception. Et puis, qu'est-ce qu'il dit pour finir? Bon, le bilan de la Côte d'Ivoire est très positif. Tous les réfugiés sont rentrés. Et actuellement, ce ne sont que les forces du chaos qui veulent combattre les forces de progrès. Mais si vraiment il y avait du progrès en Côte d'Ivoire, si le chaos ne régnait pas en Côte d'Ivoire, pourquoi vous montez une milice pour tuer les gens? Pourquoi vous montez une milice pour blesser les gens? Pourquoi vous tuez 26 personnes en 2 semaines? Si vraiment
Vous étiez tellement fort. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'instrumentaliser les microbes, d'utiliser des étrangers issus des milieux de la pègre pour constituer à l'hôtel Sebroco une unité que ne contrôle pas l'état-major de la gendarmerie, que ne contrôle pas l'état-major de l'armée, que ne contrôle pas l'état-major de la police? Si vous étiez si fort que cela, pourquoi vous auriez besoin de vous appuyer sur cette armée obscure, criminelle, barbare? C'est bien parce que vous vous sentez faible. C'est bien parce que vous savez que cette police, cette gendarmerie, cette armée ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. C'est pour cela que vous avez monté une milice parallèle pour tuer les Ivoiriens. Donc, en quoi vous appelez ça un progrès? La BAD, Banque africaine de développement basée à Abidjan, dit que 70 à 90% des Ivoiriens sont au chômage. C'est la Banque africaine de développement qui le dit. Elle est basée à Abidjan. Le programme des Nations Unies pour le développement dit que la Côte d'Ivoire est 170e pays sur 208 à l'indice du développement humain. Et la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays au développement humain très faible. Beaucoup de pays africains sont mieux placés que la Côte d'Ivoire. Donc, de quel pays parlez-vous? Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale précisent sur leur site que près de 50% de la population ivoirienne vit en deçà du seuil de pauvreté. Vous avez réussi quel bilan? De quel bilan parlez-vous? Vous parlez sans doute de la façade. Vous parlez des travaux de façade, de vitrines, qui ont été faits en réalité pour alimenter Alassane Ouattara et son clan de rétrocommission dans le dos du peuple ivoirien. On a réalisé des choses qui ont pour but de cacher, littéralement comme la chaux, eh bien, les tombeaux blanchis. La réalité de l'interland ivoirien, les paysans qui ont des villages sans eau, les enfants qui vont dans des écoles sous paillotes, la réalité de l'ivoirien qui ne mange pas 3 fois par jour, la réalité des jeunes étudiants qui ne trouvent pas de place assise au cours, qui dorment à la fac, qui doivent déféquer dans des boîtes de beurre sur les campus, déféquer dans des sachets sur les campus, dormir dans les allées des amphithéâtres des campus. Cette réalité, où est-ce que vous en parlez? Derrière cette image d'une croissance extraordinaire, où parlez-vous de la pauvreté, de la misère qui font souffrir les populations les plus importantes en Côte d'Ivoire? Même Ouattara, dans son dernier discours à la veille de la fête de l'indépendance, a reconnu que c'est la classe moyenne qui avait bénéficié de votre aide. La classe moyenne. Mais la classe moyenne représente quel pourcentage de la population ivoirienne? La population ivoirienne, c'est 70% eh bien, de classe populaire, de classe défavorisée. Vous échouez là où il faut commencer et vous prétendez avoir amélioré la vie de quelques individus perlés dans une catégorie intermédiaire qui ne représente finalement que la part la moins signifiante de la société. Quel bilan positif avec vous? Et qu'en est-il de votre bilan en matière de droits de l'homme? Des députés sont en prison. L'opposition par grappes entières est en prison depuis 2011. Aucune réconciliation nationale. Alassane Ouattara est allé même jusqu'à prendre en otage les frères d'un opposant politique, en croyant ainsi tenir une monnaie de chantage. Alassane Ouattara a jeté en prison des femmes, des mères, des filles qui manifestaient pacifiquement. Vous appelez ça bilan? Est-ce que ce régime peut se mettre devant un homme qui a une culture de la situation actuelle et parler de son bilan? Et pourquoi vous, Touré Mamadou, alias Touré certainement, fuyez à chaque fois? À Africa 24, vous devriez m'affronter pour présenter votre bilan. Vous avez fui. On vous a vu courir dans les escaliers à risquer de vous rompre la rotule et le tibia. Sur la Deutsche Welle, Monsieur Touré certainement, vous deviez me faire face. Pareil, vous avez pissé dans vos frocs et fui à la dernière minute. Sous quel prétexte, alors que je suis votre professeur et que je n'ai même pas fini de vous former? N'est-ce pas vous qui, dans ce téléphone-là, appeliez pour avoir mes conseils et mes recommandations? N'est-ce pas vous qui me cherchiez pour que je vous rédige des notes d'orientation et que je vous rédige des discours? N'est-ce pas vous? Alors que je viens maintenant vous donner la même leçon sur des plateaux de télévision, vous tremblez, vous fuyez. Alors que c'est une bonne occasion d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre.
Et voilà comment vous livrez la Côte d'Ivoire à la honte. Touré Mamadou ose dire que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'histoire de troisième mandat et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un premier mandat de la nouvelle constitution. Mais Touré Mamadou, vous avez quelles compétences en matière juridique pour contester ce qu'a dit le professeur titulaire de droit Didier, comment il s'appelle, le professeur Martin Bléou? Vous avez quelles compétences quand le professeur Francis Vancavaudier parle du droit? Vous pouvez parler quand nous sommes assis là en train de parler? Quand les grands maîtres du droit constitutionnel ivoirien ont parlé, est-ce que Touré Mamadou, vous pouvez l'ouvrir, même ici à Paris? Quel que soit l'endroit ici à Paris où vous, Touré Mamadou, vous vous asseyez, si vous apprenez qu'il y a un professeur agrégé des facultés de droit public qui parle du droit constitutionnel, Touré Mamadou, vous pensez qu'on vous donnera la parole pour parler de la Constitution? Vous n'avez même pas droit à poser une question. Quand le professeur Bléou parle, Touré Mamadou n'a même pas le droit de poser une question. Car poser une question, cela suppose d'abord qu'il comprenne ce dont parle le professeur Martin Bléou. Un argument tout simple. Article 35, Constitution de 2000. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Article 55, Constitution de 2016. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois. De 2000 à 2016, qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien n'a changé en 16 ans. C'est tout ce que le professeur Martin Bléou a dit. Vous voulez le tuer. Vous envoyez des gens pour essayer de le décapiter, de l'abattre, de provoquer un accident artificiel pour l'éliminer. Parce que le monsieur vous a rappelé un simple principe, le principe de la continuité législative, qui est pourtant rappelé expressément à l'article 183 de la Constitution de 2016. Pourquoi vous voulez tuer cet éminent juriste? Tout est certainement. Pourquoi voulez-vous tuer le professeur Martin Bléou Jésus, alors que ce qu'il a rappelé, c'est ce qu'il enseigne à ses étudiants de première année de droit? Le principe de la continuité législative. Principe en vertu duquel votre propre collègue du gouvernement, le docteur Ibrahim Cissé Bakongo, a dit que si Alassane Ouattara devait faire un troisième mandat, c'est-à-dire un soi-disant premier mandat de la Troisième République, ce serait le chaos. Ce sont les mots du docteur en droit. Donc Ibrahim Cissé Bakongo, lui, peut parler. Il est docteur en droit. Il peut parler de cette constitution. Et il a parlé. Et vous, Touré Mamadou, vous venez humilier toute l'intelligentsia ivoirienne en prétendant que nouvelle constitution, et alors les mandats sont à 0. Le président qui a déjà fait 2 mandats peut en faire 2 nouveaux en vertu de la nouvelle constitution, là où la science du droit prouve le contraire. C'est incroyable, Touré Mamadou. Je n'ai pas eu le temps de bien vous former et j'ai appris que vous êtes allé devant un journaliste français montrer que vous ne connaissiez pas la notion de flagrant délit. Vous auriez dit devant un journaliste français éberlué, assommé, épaté par autant d'ignorance de la part d'un porte-parole de gouvernement d'Afrique francophone, vous auriez dit flagrance d'élite au lieu de flagrant délit. Et il semble que le journaliste français ait tenté de vous aider et ait prononcé par 2 fois de manière corrective l'expression flagrant délit. Et que malgré cela, embourbé tel un cochon dans votre gadou, dans la boue de l'ignorance dans laquelle vous baignez naturellement, vous auriez répété l'énormité. Flagrance d'élite. Porte-parole du gouvernement ivoirien. Le pays de Jean-Marie Diafi Adé. Le pays d'Aris Memel Foté. Le pays de Seri Bailly. Le pays de Bernard Zadi Zaourou. Le pays de Barthélemy Kochi. Le pays de Yacouba Konaté. Le pays de Tanela Boni. Le pays de Joachim Boui Dali. Et je cite là quelques grands noms seulement. Le pays d'Ernest Boka. Le pays de Bernard Dadier. À un
un porte-parole qui ne maîtrise pas la notion de flagrant délit. Flagrant délit. Le journaliste français aurait tenté de ramer pour vous rattraper puisque l'émission était en direct. La correction n'était pas possible. Et l'homme s'embourbait dans sa nature gadoueuse, boueuse, son ignorance fangeuse, humiliant ainsi la Côte d'Ivoire. Car je suis un intellectuel de Côte d'Ivoire aussi. J'ai mal au cœur quand le porte-parole du gouvernement de mon pays adoptif, la Côte d'Ivoire, vient étaler une telle incongruité. Et c'est vous qu'on envoie et vous venez parler vous aussi. Génération, vous représentez quelle génération? Vous, vous êtes le représentant de la génération des médiocres de tous les temps. Des nullards parvenus, des opportunistes, des profito-situationnistes. La génération des lascars fabriqués par un concours de circonstances troubles. Fabriqués par le tumulte de l'histoire. Car normalement, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû subir l'affront d'avoir un porte-parole aussi vaseux. Carent d'une ignorance qui peut frôler littéralement le péché originel de la théologie juive, chrétienne et musulmane. Parce que chez vous, l'ignorance est comme un péché originel. Vous êtes attaché à votre ignorance. Agrippé à votre ignorance. Accroché à votre ignorance. Obsédé d'être ignorant. Heureux. Enfermé dans votre ignorance. Car il y a deux formes d'ignorance. L'ignorance qui se sait conduit à la connaissance. Mais l'ignorance qui ne se sait pas conduit à une pire ignorance encore. Or vous, Touré Mamadou, alias Touré certainement, comme vous avez d'abord un problème d'identité personnelle, vous ne vous connaissez pas vous-même, vous vous êtes installé dans l'ignorance. Ce qui fait que vous êtes doublement ignorant. Parce que vous vous ignorez vous-même et vous ne savez pas ce que vous avez à savoir. Donc vous n'avez pas la compétence de vos compétences. Ça donne donc une ignorance crasse, une ignorance décuplée, une ignorance avec puissance. Donc avec Touré Mamadou, on écrit le mot ignorance et puis on met un exposant sur le mot ignorance. Exposant 10, 100, 500. Il est bien enfoncé dans la nuit qui le constitue lui-même. Nouvelle constitution, les mandats sont à plat. Mais même la journaliste française qui vous a interrogé aurait dû vous interrompre et barrer votre réponse. Parce que la constitution française de 1958, en son article 6, dit « Nul n'a droit à plus de 2 mandats consécutifs ». C'est ce qui est écrit en France. Et la Constitution française a été révisée au moins 60 à 70 fois depuis 1958. Quelqu'un peut-il se lever ici? Emmanuel Macron peut-il se lever en 2022 pour dire que, ah bon, voilà, je suis candidat à un 3e mandat? Quand il aura fini éventuellement son 2e mandat, est-ce qu'il peut se lever en 2027 pour dire qu'il est candidat à un 3e mandat? Macron peut-il oser ça? Un journaliste peut-il copier une telle phrase? Non. C'est parce que ces journalistes de la France-Afrique ont été habitués au mépris de l'Afrique, qu'ils laissent des responsables politiques africains dire n'importe quoi, puisqu'ils savent que ce n'est valable que pour les Africains. Puisqu'ils considèrent que les nègres méritent de vivre dans des sociétés non démocratiques. Jacques Chirac l'a dit un jour, la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Donc en fait, l'Africain, selon Chirac, méritait simplement d'être nourri, on lui donne à manger, à boire, peut-être une maison, on le soigne, mais la démocratie, ce n'est pas pour lui. C'est sans doute parce qu'ils étaient habitués à voir des nègres comme Touré, certainement. C'est parce qu'ils sont habitués à ce genre de nègres que des dirigeants politiques occidentaux peuvent croire que la démocratie, l'état de droit sont un luxe pour les Africains. Alors que les Africains ont, dans l'histoire de l'humanité, constitué des royaumes, des empires. Pensé la politique longtemps avant les grands empires occidentaux. Avant que les grands empires occidentaux n'apparaissent dans l'histoire, l'Afrique continentale, noire, a connu des formes d'organisation politique infiniment plus complexes. Et même, à travers l'Égypte noire antique, a dominé le monde, comme première grande puissance mondiale. Mais c'est à cause d'individus larbinisés, décérébrés, zombifiés, lobotomisés, d'individus écervelés, comme ce Touré certainement, que la classe politique française pense que la démocratie est un luxe pour les Africains. En effet, si vous tombez sur une tête de nullard, comme celle
de ce porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien actuellement, vous pourriez penser que toute la Côte d'Ivoire est faite de ce genre de tocards. Et vous pourriez évaluer l'intelligence moyenne du peuple ivoirien à partir de l'intelligence moyenne de ce nabot d'esprit. De Touré certainement. Ce qui est une erreur. La Côte d'Ivoire a tous les talents intellectuels, techniques, bureaucratiques, technocratiques qu'il faut. Elle a simplement un mauvais régime politique. Quand vous avez un mauvais régime politique, eh bien, les ressources humaines du pays ne sont pas positivement utilisées. On retrouve donc comme porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien un tocard comme ça. Et c'est lui qui devient la vitrine de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire peut penser que Touré Mamadou est le reflet de tous les Ivoiriens. Oh, pauvre Côte d'Ivoire. Yako. Yako. Yako, Côte d'Ivoire. C'est grave. Le même continue. Quatrième idée, lui n'a aucune leçon, le régime Ouattara n'a aucune leçon à recevoir en matière d'âge, du FPI et du PDCI. Mais c'est M. Ouattara lui-même qui nous avait dit qu'à partir de 75 ans, on ne doit plus se projeter dans des fonctions politiques. M. Ouattara lui-même avait dit qu'il voulait se consacrer à ses petits-enfants, à ses enfants. Touré Mamadou n'a qu'à se référer aux déclarations de son mythomane de leader, qui plusieurs fois s'est répandu dans la presse nationale et internationale pour dire que franchement, il y avait un âge à partir duquel il ne fallait pas être candidat. Et qu'est-ce qu'il a dit à Mugabe? Peut-être qu'au moins je peux vous faire écouter ce que Alassane Ouattara a demandé à Mugabe. Qu'est-ce qu'il a dit à M. Mugabe? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit au président Mugabe, Alassane Ouattara? On peut écouter ça. Alassane Ouattara plus Mugabe. Je crois que c'est facile à trouver sur n'importe quel ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutons Alassane Ouattara. La vidéo se trouve tout de suite. Le monde a changé et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, pas seulement les chefs d'État africains. Il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine, mon ami. Alassane Draman Ouattara s'est permis de transmettre au président de l'Union africaine un message à propos du président du Zimbabwe, Mugabe, qui était vieux et qui s'accrochait aux fonctions de président, en lui disant de quitter le pouvoir dans la dignité. Mais pourquoi Alassane Ouattara a-t-il demandé à Mugabe de quitter le pouvoir dans la dignité? C'est bien parce que Mugabe était vieux. Et lui, Alassane Ouattara, il a plus de 80 ans. Nous savons aujourd'hui que son affaire de naissance à Dembokro n'est pas claire. Il a dû naître à Sindou, dans le village de son papa là-bas. Donc c'est un homme de 80 ans et plus. Et quand vous le regardez marcher, vous voyez qu'Alassane Ouattara, il a plus de 80 ans sur cette terre. Alors, au lieu de tirer la conséquence pour lui-même, c'était lui qui était pressé de dire au président Mugabe de quitter. Hein? Je prends une deuxième version qui est peut-être encore beaucoup plus audible de cette affaire. Il faut que vous écoutiez au moins deux versions de sa déclaration. Voilà. Je crois que j'ai une version encore plus... Le Zimbabwe Écoutez. est un pays important de notre continent. Et je disais au ministre de l'Agriculture tout à l'heure de transmettre tout mon soutien au président Zuma pour la médiation qu'il est en train de mener. Et à cette occasion, je voudrais rappeler que j'ai bien connu le président Mugabe, d'abord dans la période 84-88, quand j'étais directeur Afrique. Je suis allé à plusieurs occasions au Zimbabwe, il m'a bien reçu. Et ensuite, bien sûr, quand j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire international, quand il me recevait à chaque occasion et étant devenu président de la République de Côte d'Ivoire, nous avons également échangé souvent à l'occasion des sommets de l'Union africaine et bien sûr d'autres sommets auxquels nous avons participé.
Le président Mugabe est un combattant à son pays, à la libération de son pays de la colonisation. Et c'est une personne qui a été l'objet de respect et même d'adulation par beaucoup d'Africains, surtout beaucoup de jeunes Africains. Mais je le disais tantôt, le monde a changé. Le monde a changé et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, pas seulement les chefs d'État africains. Il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. Ah bon? C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine, mon ami. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Bon, je m'arrête là parce qu'il est insupportable à écouter. Ce monsieur Alassane Ouattara, déjà il félicite le président Mugabe qui s'est battu pour l'indépendance de son pays. Mais où était Alassane Draman Ouattara quand les pays africains, que ce soit la Haute-Volta, son pays natal, ou la Côte d'Ivoire, son pays adoptif, se battaient pour leur indépendance? Il était où? Vous voyez, voici un individu dont la conscience politique apparaît largement après ses 40 ans. C'est du jamais vu, hein? Alassane Ouattara, qui est supposé être né en 1942, c'est-à-dire qu'il avait 18 ans en 1960, au minimum, il devait être militant actif d'un grand parti politique. Que ce soit l'ADF-RDA, le parti de l'indépendance au Burkina Faso, ou à Haute-Volta, ou le PDCI-RDA, parti de l'indépendance en Côte d'Ivoire. On ne le connaît pas, on ne le connaît nulle part. Il n'a été dans la jeunesse d'aucun parti. Son engagement politique, c'est zéro. Toute son adolescence, et même pratiquement au-delà de ses 40 ans, zéro. Et c'est lui qui félicite le président Mugabe en disant on doit féliciter le président Mugabe parce qu'il s'est battu pour l'indépendance de son pays. Comme si lui, Ouattara, faisait partie des Africains qui sont battus pour l'indépendance à leur époque. Alassane Ouattara, vous auriez pu être parmi les militants de la lutte pour l'indépendance. Mais vos états de service en matière de lutte pour l'indépendance, que ce soit en Haute-Volta ou en Côte d'Ivoire, c'est zéro pointé. Vous n'avez rien produit, même pas un demi-article, même pas un poème. Dans toute cette période de votre vie, pourtant vous faisiez partie des lettrés, des rares lettrés de la Haute-Volta de cette époque. Et c'est vous qui donnez donc au président Mugabe, en raison de son âge, alors qu'il était encore président en exercice, en train d'exercer un mandat en cours, vous lui donnez conseil de quitter le pouvoir. Et maintenant, vous conseillez à vous-même de garder le pouvoir. Et votre conseiller vient dire que vous n'avez aucune leçon à recevoir de personne. Alors que vous, depuis la Côte d'Ivoire, vous avez donné des leçons à quelqu'un qui est en Afrique de l'Est. Et il faut même sauter, je ne sais pas, 7 ou 8 pays en frontière avant d'arriver au Zimbabwe, si on part de la Côte d'Ivoire. Mais vous, Alassane Ouattara, vous avez donné des leçons de dignité, de morale politique au président Mugabe, qui ne vous avait rien demandé. Mais votre porte-parole, adjoint Touré Mamadou, quant à lui, dit que vous n'avez aucune leçon à recevoir de personne. C'est-à-dire que vous, Alassane Ouattara, vous êtes le seul président africain qui peut critiquer tous les autres présidents, mais qu'aucun autre président ne peut critiquer. Vous êtes le seul président africain qui peut juger de toutes les autres affaires africaines, mais qu'aucun autre citoyen africain ne peut juger. À la limite, vous êtes le dieu de l'Afrique. Vous êtes même plus que le président, l'empereur de l'Afrique. Vous êtes le roi de l'Afrique. Après vous, il y a peut-être à peine Dieu. Peut-être même que Dieu lui-même vient prendre des conseils chez vous pour savoir s'il faut que le soleil se lève. Donc, Alassane Draman Ouattara peut-il donner des leçons de morale en Côte d'Ivoire? Non. Et ceci nous permet de conclure. Touré Mamadou a fait une sortie dans le JDD. Il avait pour ambition d'essayer de contrer et de répondre aux tribunes, aux interviews accordées au JDD, au journal du dimanche, par le leader de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire. Vous avez vous-même vu sur les 5 points que je viens d'analyser que Touré Mamadou n'est pas à la hauteur. Touré Mamadou ne peut pas nier que la Côte d'Ivoire est agitée et que la Côte d'Ivoire est en train de brûler. Il y a 26 personnes qui ont été tuées par le gouvernement, dont Touré Mamadou est membre.
Touré Mamadou ne peut pas accuser notre leader Guillaume Kibafori Soro d'être un affabulateur, un vendeur d'illusions, quelqu'un qui a fui la justice, etc. Parce que vraiment, s'il y a quelqu'un qui a fui la justice, c'est Alassane Dramane Ouattara. Lorsqu'Alassane Dramane Ouattara a été, par exemple, condamné par contumace dans les années 2000, il n'a jamais pris un avion pour venir en Côte d'Ivoire pour voir son avion être refoulé, comme Guillaume Soro. Alassane Ouattara, lui, il a fui et a organisé un coup d'État pour pouvoir revenir. Touré Mamadou ne peut pas parler de grosse déception de Guillaume Soro envers sa génération, parce que Guillaume Soro est le plus courageux de sa génération. Et s'il y a deux grands hommes courageux en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro en fait partie. Touré Mamadou, alias certainement, ne peut pas nous dire qu'Alassane Ouattara a réussi sur le front socio-économique. C'est faux. Les chiffres et la réalité des Ivoiriens, des campagnes des villes, des jeunes Ivoiriens, eh bien, prouvent le contraire. Touré Mamadou ne peut pas nous dire qu'Alassane Ouattara a droit à un premier mandat de la Troisième République, car c'est exactement comme nous dire que quelqu'un te donne une gifle, ça fait une. Il te donne une autre, ça fait deux. Il te donne une autre, ça fait trois. Et quand tu lui dis, tu viens de me donner 3 gifles, cette personne te dit, écoute, je t'ai donné 2 gifles et après je t'ai donné une nouvelle gifle d'une nouvelle série de 2 gifles. C'est une foutaise. Alassane Ouattara le sait, la Côte d'Ivoire le sait, l'Afrique le sait, le monde le sait. Et tout ce qui va arriver à Alassane Ouattara par sa volonté de confisquer le pouvoir en Côte d'Ivoire sera de la faute d'Alassane Ouattara. Car il a violé sa parole, il a violé la loi de la Côte d'Ivoire et il a violé le contrat qui pouvait le lier au peuple de Côte d'Ivoire. Touré Mamadou prétend donc que, eh bien, il aurait répondu à notre leader Guillaume Kibafori Soro et ainsi décapité l'opposition. Non, Touré Mamadou a donné un immense coup d'épée dans l'eau. Je dis donc, pour conclure, que Touré Mamadou fait partie des Ivoiriens qui seront arrêtés, qui seront jugés et qui seront condamnés pour avoir participé au viol de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire en organisant l'investiture illégale, illégitime, ubuesque et dangereuse de M. Ouattara le 22 août 2020. Touré Mamadou est dans la liste de ceux qui devront être arrêtés, bien menottés, emmenés en prison et jugés pour haute trahison contre le peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est au programme du peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire sait que Touré Mamadou fait partie de ceux qu'on doit rapidement arrêter. Il faut donc que M. Touré Mamadou se prépare à ce destin, qui est celui de son leader face au peuple de Côte d'Ivoire, dont la colère ne fait que commencer. Deuxième conséquence, chaque fois que des membres de ce gouvernement renégat, ce gouvernement criminel qui nous a tué 26 frères et sœurs en 2 semaines, vont s'exprimer, ils peuvent être sûrs qu'ils vont recevoir une douche froide. Nous avons tout ce qu'il faut pour leur administrer des doses homéopathiques en permanence. Nous ne laisserons prospérer aucune espèce de foutaise verbale. Nous sommes là dans une bataille essentielle pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et Alassane Ouattara n'est pas seulement un danger pour la Côte d'Ivoire, il est un danger pour le Mali. Maintenant, les Maliens le savent. Il est un danger pour le Burkina. Maintenant, les Burkinabés le savent. Un danger pour la Guinée. Maintenant, les Guinéens le savent. Il est un danger pour toute l'Afrique francophone. Et tous les Africains francophones le savent. Donc, serrons-nous les coudes. Donnons-nous la main pour débarrasser l'Afrique du dernier valet, grand valet de l'ordre impérial. Et ouvrir par le peuple de Côte d'Ivoire la voie à la véritable indépendance de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone et en général de toute l'Afrique noire. Alors, j'espère que ce message parviendra parfaitement à notre plaisantin de porte-parolon adjoint du gouvernement ivoirien qu'il humilie par son incompétence. Chers amis, je vous souhaite une excellente suite de dimanche. Au revoir.